Voilà, il est avec nous. Lui, c'est Arnaud Tiani. Avec lui, on va parler de l'économie numérique. Il est juriste, analyste, beaucoup de titres. Bienvenue. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jean-David. Vous avez oublié de dire expert en développement numérique. Voilà, expert en développement numérique. Alors, c'est quoi? Le développement numérique, vous visez quoi? Alors, le développement numérique, on vise justement la régulation de tout le secteur de l'économie numérique, justement, avec le développement de tout l'écosystème numérique, principalement de la RDC. Ça veut dire la régulation du côté du droit numérique, de la fiscalité numérique, et aussi justement les innovations du côté de l'économie numérique. Donc, voilà. Alors, économie numérique, on aimerait un peu savoir qu'est-ce qui se passe parce que on a même suivi, il y a eu un arrêté interministériel qui a été signé entre le ministre des Finances et celui de l'économie numérique qui continue beaucoup plus à faire jaser. En gros, qu'est-ce qu'on aimerait savoir par économie numérique? Alors ça, c'est une très très bonne question, même pour les personnes qui nous suivent en ce moment. Ils aimeraient davantage comprendre ces concepts économie numérique. Et avant justement de parler de l'économie numérique, j'aimerais ici féliciter le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Je pense qu'il nous suit à tout moment parce qu'il a régulé les secteurs de l'économie numérique justement en mettant en place tout un ministère. Pour la première fois depuis que le Congo est Congo, nous avons un ministère de l'économie numérique. Alors, malgré qu'il y a beaucoup d'embrouillements sur le côté, les tâtonnements, la RDC tâtonne beaucoup dans les secteurs du numérique, justement. Tantôt, il lance un ministère du numérique, tantôt, il lance un ministère de l'économie numérique, tantôt, il supprime. Vous sentez qu'il n'y a vraiment pas d'experts dans ces domaines. Il y a beaucoup trop de tâtonnements. Personne n'arrive à matérialiser, à concrétiser la vision du chef de l'État. Mais en grosso modo, s'il faut expliquer c'est quoi l'économie numérique, l'économie numérique, c'est toute activité économique utilisant les technologies numériques. Je vais expliquer avec des termes simples. Ça veut dire tout ce qui s'est passé avec l'économie traditionnelle, on a pu digitaliser ça. Exemple, nous avons par exemple avec les composants de l'économie numérique comme les acteurs comme les télécoms, les fintech, les banques en ligne, les e-commerce, tout ça là c'est ce qui forme l'écosystème de l'économie numérique. Les médias en ligne aussi, vous formez tout ce qu'on appelle par économie numérique. À l'époque par exemple, ce n'est pas de la publicité, nos télécoms, les Vodacom, les Orange vendaient des unités avec le cash, c'est-à-dire vous venez avec votre argent, 2000 francs, 1000 francs, vous payez les unités avec une carte vous grattez, vous vous rechargez. Mais ça, c'était une économie traditionnelle, l'achat et vente de services qui s'est passé comme ça. Alors actuellement, ils ont migré vers les numériques, c'est-à-dire même pour acheter les unités, vous pouvez acheter les unités via une solution de paiement qu'on appelle un mobile money. Alors, ça veut dire que vous l'achetez des mégas ou des unités, vous pouvez utiliser votre téléphone, vous achetez en ligne avec une monnaie virtuelle et vous achetez des unités qui étaient dans les cartes, mais qui ont été dématérialisées vers le système numérique où vous pouvez vous approvisionner. Alors c'est tout cela qui forme de l'économie numérique. Et l'État vient maintenant là, je parle des États responsables justement, les États responsables ont des ministères de l'économie pour réguler ces secteurs, les activités qui se passent dans les secteurs économique. De l'autre côté, si on peut monter, on a par exemple, quand on parle de solutions de paiement, nous avons les fintech par exemple, la finance technologie, on a MaxiCash qui est une fintech qui propose des solutions de paiement justement pour toutes les personnes qui ont des e-commerce, ceux qui vendent en ligne. On a des dames, des jeunes qui vendent des vêtements en ligne, qui font des activités en ligne. Alors, ils ont besoin justement de faire des transactions d'argent. Comment est-ce qu'ils vont faire ça dans les secteurs numériques? On a des fintech justement qui ont pour objectif de faciliter ces opérateurs économiques en ligne de faire justement des achats en ligne grâce justement à ce qu'on appelle des cartes Mastercard ou de cartes Visa. Donc ça, c'est les secteurs de fintech. Et en RDC, nous avons beaucoup d'entrepreneurs dans les secteurs de fintech. Nous avons MaxiCash, nous avons RakaCash, nous avons AvadaPay, nous avons MaishaPay, nous avons FlexPay. Et nous avons beaucoup en fait des fintech qui justement forment l'écosystème numérique. Quand bien même qu'ils souffrent beaucoup avec des taxes, on va même en parler à un moment. Alors voilà les secteurs de l'économie numérique qui est aussi
qui intègre aussi les e-santé, justement, les e-government. Moi, quand l'État congolais avait lancé le ministère de l'économie numérique, je me disais, ils vont digitaliser les secteurs du service public. Ça veut dire qu'on pouvait commencer à payer les factures de la SNEL via nos téléphones portables, comme ça se passe ailleurs. On pouvait payer nos factures de la régie des eaux via nos téléphones portables. On pouvait commencer à tout ce qui est économie traditionnelle devait être transposée vers une économie numérique. J'avais cru que les ministères allaient apporter ces booms de l'économie numérique dans l'écosystème numérique, mais malheureusement, on n'a pas pu justement atteindre justement la vision du chef de l'État par rapport à la régulation et au développement de l'économie numérique. Alors maintenant, où est-ce qu'on en est avec la RDC dans les développements numériques? On en est où? Certes, nous sommes en retard dans tous les domaines. La RDC est en retard dans tous les domaines. Ça veut dire que, vous savez, on a des dirigeants qui n'ont pas la capacité d'innover. C'est pourquoi nous sommes restés beaucoup en retard. Vous vous rendez compte que dans un pays en guerre actuellement, nous n'avons aucune capacité de développer ce qu'on appelle la guerre digitale, la guerre électronique. Quand je parle de la guerre électronique, j'ai sous ici la technologie avec les nanospatiales, avec le satellite de géolocalisation des satellites militaires. Vous imaginez jusqu'au 21e siècle, la RDC est un pays agressé, mais on n'a même pas un programme sur les satellites. On n'a pas de satellites dans notre pays. Pendant que le pays qui nous agresse, le Rwanda, a 2 satellites. Il a Rwasat et l'autre satellite. Il a 2 satellites et un système de guerre électronique très avancé. Le Rwanda avec des systèmes de brouillage. Ils ont des satellites de télécommunications. Nous, on n'a pas encore la technologie. Donc, si on avait des décideurs responsables, les défis, le premier défi de la RDC, ça va être l'économie numérique, la guerre numérique. Je vous donne un cas. L'Afrique a la malchance d'être pauvre. Nous sommes un continent très pauvre. Pourquoi? Parce qu'on a des chefs d'État qui ne sont pas intelligents, qui ne sont pas très avancés. Et excusez-moi de vous choquer, de vous dire ça. Nous sommes très pauvres parce qu'on n'a pas des penseurs, on n'a pas des leaders qui sont innovateurs, qui sont conscients que... Vous savez, le chef de l'État actuel, est-ce qu'il est conscient qu'il dirige un pays extrêmement pauvre? Est-ce qu'il est conscient qu'il dirige un pays qui est extrêmement, avec plus de 80% de chômeurs? Est-ce que nos dirigeants actuels, ils ont cette conscience-là? Je vais vous donner un cas. Lorsque l'Afrique a eu, par exemple, des grands esprits, des décideurs intelligents, je cite ici Muammar Kadhafi. Le premier défi de Muammar Kadhafi, le président libyen, c'était la conquête spatiale de l'Afrique. Il disait jusqu'au 21e siècle, l'Afrique manque encore des satellites. Le seul continent qui manquait les satellites, c'était l'Afrique. Et nous, on payait 500 millions de dollars à la France. Si vous tapez sur Google, l'idée de Kadhafi qui lui a conduit à la mort, l'idée de Kadhafi qui a fait perdre à la France de l'argent. On payait par an. Tous les pays africains louaient un satellite qu'on appelle Intelsat. En France, on payait 500 millions de dollars pendant beaucoup d'années. À l'époque, vous vous rappelez, on avait Télécel, la technologie était lente. Et pour appeler même dans nos provinces, on utilisait des phonies. Et la France avait boosté son économie numérique déjà à l'époque. Parce que nous, l'Afrique, on cotisait pour elle, la France. La France, c'est les grandes puissances et les autres. Alors, nos mères, nos parents s'est déplacés pour aller passer juste un appel dans des phonies. Si vous vous rappelez, ça nous coûtait beaucoup d'argent, nous facturait beaucoup de choses. Muammar Kadhafi avait compris cela. Il a dit non, l'Afrique doit être souveraine numériquement. Vous savez, on a eu une indépendance seulement politique, mais on n'a pas eu une indépendance économique. Et quand je parle d'indépendance économique, je parle aussi d'une souveraineté numérique. On n'a pas eu de souveraineté numérique. Nos décideurs à l'époque n'avaient pas cette capacité de comprendre que la lutte ne devait pas rester seulement dans la politique, mais la lutte devait être aussi une indépendance économique, une indépendance numérique. Parce que le monde aujourd'hui, c'est le numérique. Kadhafi a fait une proposition à tous les chefs d'État africains. Il a dit, j'ai contacté une grande structure, Alcatel, nous allons avoir notre propre satellite en Afrique. Et ce satellite s'appelle le Rascom Premier, qui existe jusqu'aujourd'hui. Nous allons avoir notre propre satellite économique pour booster l'économie numérique de la RDC, pour justement avoir notre première indépendance numérique, justement, le contrôle de nos données. Comme vous le saviez, Edward Snowden a fait des graves révélations après beaucoup de décennies que tous
tous les chefs d'État étaient sous écoute, et que les présidents américains écoutaient tous les chefs d'État du monde. Notre chef d'État, Félix Antoine Tshisekedi, est sur écoute aussi. Nous tous, nous sommes sur écoute. Nous utilisons WhatsApp, nous utilisons Facebook, nous sommes exposés. Et à l'époque, on n'avait pas des satellites pour contrôler nos propres données, gérer ça et que ça reste en Afrique. C'est ce qu'on appelle, on parle de la souveraineté justement numérique. Et c'est un leader africain intelligent, sage, Kadhafi, qui avait proposé qu'on se réunisse pour acheter notre propre satellite. Et ces satellites, je vais vous choquer, ça coûtait seulement 400 millions de dollars. 400 millions de dollars. 400 millions de dollars. Et tous les présidents africains ont refusé. Kadhafi a mené des démarches pour saisir le FMI et la Banque mondiale. La Banque mondiale a dit, mais ces messieurs ici, déjà aujourd'hui, ils nous demandent un financement pour acheter un satellite pour l'indépendance numérique de l'Afrique. Mais demain, ils vont aussi proposer une monnaie africaine. L'Afrique va se développer. Ils ont voulu retarder l'Afrique, c'est pourquoi ils nous ont maintenus avec des leaders qui n'ont pas des capacités, qui ne sont pas très forts. Et Kadhafi était un grand esprit. Kadhafi a dit, d'accord, comme la Banque mondiale ne veut pas financer ce projet, comme les pays africains ne veulent pas financer ces projets d'achat de notre premier satellite, moi-même je mets 75% du budget, soit 300 millions de dollars. C'est Kadhafi qui a mis les 300 millions de dollars. Et les 100 millions, c'était la Banque du développement africaine qui avait mis pour acheter notre premier satellite. Et le lancement était en 2007. Après cela, les autres pays aussi ont emboîté les pas. Ils ont lancé leur propre satellite pour justement le contrôle de leurs données. Et le seul pays qui est resté très très en retard, ce qui me choque, sans satellite, sans stratégie pour booster son économie numérique, sans stratégie de la politique de la guerre numérique, c'est la RDC. C'est ton pays, la RDC. Alors qu'est-ce qui freine le développement de la transformation numérique pour la vision. La vision. Oui, justement, on n'a pas des leaders qui ont une vision. Nous avions lancé le premier ministère du numérique. Ces ministères, je ne sais pas si ça fonctionnait, pourquoi. Je crois que le ministre Bérand, à l'époque, il essayait quand même, je ne sais pas si c'était un problème de budget, jusqu'à ce que le chef de l'État je crois qu'il en avait marre. Il a supprimé ça et il a fusionné ça avec le ministère de Pétentique. On avait un ministère de Pétentique, plus le numérique encore. C'est la même chose, mais on a encore deux ministères. Et maintenant, on a un autre ministère de l'économie numérique qui vient de nous faire ce que vous avez vu là avec des taxes et tout ce qui va avec. Donc ça prouve à suffisance que nous avons des leaders qui n'ont pas une grande vision, qui ne comprennent pas que à l'heure actuelle, nous devons donner place au numérique. La RDC doit posséder son premier satellite. Il y a déjà un projet pour notre satellite qu'on appelle RDC Sat, mais ils ont juste lancé ça avec les problèmes de détournement. Je crains parce que ces satellites-là, ils vont acheter ça à peu près 400 millions de dollars. Je ne sais même pas si ça va fonctionner ou pas. Mais à l'époque de Mobutu, c'était quand même un leader qui avait quand même des capacités. Il avait voulu quand même qu'on lance notre satellite. Mais le choc, c'est où, monsieur Jean-David? Le choc, c'est que pour fabriquer un satellite, il y a des matières qui entrent en jeu. Pour fabriquer un satellite, c'est une fusée justement de lancement comme Ariane 1er pour lancer justement un satellite dans l'orbite, justement dans l'espace justement. Comme vous savez, la NASA aujourd'hui, les États-Unis sont devenus très puissants parce que Sputnik de l'Union soviétique, quand ils avaient lancé ça, je crois, en 1957, ça avait fait de l'Union soviétique une puissance mondiale parce qu'ils avaient la possibilité de contrôler la Terre. Et les États-Unis, vite, ils ont compris que non, nous devons répondre aux risques d'aujourd'hui. Et eux aussi, ils ont monté la NASA, ils ont lancé des fusées qui ont mis en place des satellites militaires, des satellites de télédétection, tout ce qui va avec pour contrôler le monde. Aujourd'hui, les Américains sont une grande puissance, pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent, non, parce qu'ils ont un système numérique très évolué. Et nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait avoir des leaders qui apportent au chef de l'État une vision numérique très claire avec un programme spatial très clair. Le Rwanda, par exemple, que j'aime bien, je prends ces pays, pas les leaders Kagame. Le leader Kagame, c'est un meurtrier, on ne lui prend pas comme modèle. Je prends le Rwanda comme modèle de pays de l'Afrique centrale. Parce que Rwanda a mis en place le RCA, Rwanda Satellite Agency, un peu comme la NASA. Le Rwandais ont mis ça en place. Et les Rwandais fabriquent des nanosatellites. Le retard que nous avons maintenant, c'est que même dans nos universités, ils n'ont pas la capacité de former des personnes qui peuvent
travailler sur les nanospatiales avec les systèmes détectifs de satellites. On est en retard dans ces domaines-là. Or, on devait financer les secteurs de l'économie numérique, on devait financer les secteurs de la technologie pour justement accompagner même nos FARDC en période de guerre. On se contente avec les systèmes de renseignement qui nous apportent des informations. Les rebelles sont au Calémie, les rebelles sont X endroits, mais nous-mêmes, on n'a pas un système justement pour détecter où sont exactement des rebelles pour repousser un pays menacé. Je voulais vous dire une chose, les satellites, pour fabriquer un satellite, vous avez besoin des antennes, les satellites doivent être chargés, vous avez besoin de batteries et puis de panneaux solaires. Et les satellites utilisent des capteurs pour prendre des images dans le sous-sol. Et ces capteurs-là sont dotés de ce qu'on appelle des microprocesseurs. Ces microprocesseurs-là, pour fabriquer ça, vous avez besoin de la matière qu'on appelle coltan, colombo-tantal, ce qui forme coltan. Et les tantales-là extraits, c'est ce qui permet de faire fonctionner le microprocesseur. Et ces tantales-là, pour fabriquer tous les satellites du monde, ces tantales-là proviennent de la RDC. Et pour fabriquer les antennes du satellite, pour capter les informations dans l'orbite céleste, vous avez besoin de cobalt. Et les cobaltes là proviennent de la RDC aussi. Voilà pourquoi on vous tue, voilà pourquoi vous êtes en guerre. Et pour fabriquer l'ordinateur, les capteurs, l'étain qui provient de l'écran pour la fabrication de l'ordinateur provient aussi de la RDC. N'oubliez pas que la file, la conducteur de l'électricité, qu'on appelle de l'or, provient du Mali. Et tous ces pays dont je vous cite, c'est des pays en guerre, des pays qui sont déchirés. L'or provient du Mali, le cuivre provient du Soudan. Ils ont divisé les Soudans en trois, ils ont créé des guerres pour extraire cet or-là, pour fabriquer des engins comme des satellites. Malheureusement, M. Jean-David, la RDC possède 80% de matières premières pour la fabrication d'un satellite, mais nous-mêmes, on n'a aucun satellite. Aucun satellite dans notre pays, pendant que nous possédons des matières pour justement fabriquer des satellites pour nous protéger. Mais nous-mêmes, on n'a aucun satellite, on n'a aucun programme spatial jusqu'en 2021. Donc voilà un peu le vide de la vision auquel nos dirigeants font face. Et moi, ça m'intrigue comme ça. Ça m'intrigue de voir que sous le régime de la personne que nous portons, il n'y a pas de grands visionnaires. Dans l'ancien régime, il y avait quand même des avancées technologiques dans le secteur de l'économie numérique. On a eu Madame Thérèse Kirunguzi qui a mis en place un robot roulage sous l'époque de Joseph Kabila. Et j'étais passé chez vous pour vous dire, c'est bien comme avancée numérique, ces robots roulage, mais il y a un problème. Les robots doivent être dotés de l'IA, de l'intelligence artificielle, de façon à ce que, par exemple, moi je suis porteur du projet de la... Merci beaucoup. Je suis porteur du projet de la fiscalité numérique avec la numérisation de la contravention. Vous voyez aujourd'hui avec nos WEWA, nos motards, comment est-ce qu'ils nous... Quand ils partent, il y a le feu rouge, il ne veut pas stationner, il passe. C'est des infractions comme ça que ces robots, s'il était doté d'une intelligence artificielle, il peut capter les numéros matricules du WEWA, du motard, et taxer directement ces motards-là, les amendes par rapport à cette infraction commise, les infractions de contravention, il peut lui taxer directement. Et c'est comme ça que l'économie numérique peut récupérer de l'argent. C'est comme ça que l'État gagne de l'argent grâce à la circulation routière avec les contraventions numérisées. Donc voilà en grosso modo des projets que j'avais apportés à l'époque là, parce que je voyais qu'il y avait des avancées numériques, on avait des robots roulage, quand même qu'aujourd'hui ces robots ne plus bien entretenus, ces robots commencent à créer même beaucoup d'embouteillages, mais on devait capitaliser ces robots là, lui doter de l'intelligence artificielle justement pour booster notre économie numérique. Parce que tout ça, le problème c'est qu'on est en train de voir comment le gouvernement est en train de tergiverser. Alors quel rôle devrait jouer certaines universités dans la transformation numérique? Ah, ça c'est une très très bonne question. Les universités doivent d'abord se mettre à jour dans tout ce qui nous chante sur les numériques. Par exemple, je suis le seul aujourd'hui à donner ces cours de l'économie numérique en fait. Il n'y a aucune université congolaise qui a inséré ce programme de l'économie numérique pour donner ça comme cours. Il y a des cours de la programmation en Java, en HTML et tout ce qui va avec. Et les droits numériques, je suis le seul juriste à en parler parce que j'ai eu la chance. Pour être un bon ministre de l'économie numérique, il faut faire des études
en numérique et il faut faire des études en droit. Et moi, j'ai la chance de faire des études en droit. Je suis technicien de droit et j'ai un master en numérique. Donc, ce qui fait de moi un bon régulateur et j'ai une très grande vision dans le secteur numérique. Donc, on doit concaténer les droits numériques et l'économie numérique, donner ces cours-là pour mettre à jour nos universités, nos étudiants qui sont en maths info, dans la conception des systèmes informatiques, comme ce que moi j'ai fait, tout ce qui va avec. Il faut migrer avec d'autres cours. Vous voyez, aujourd'hui, hier, la Chine était très en retard, mais aujourd'hui, la Chine a dépassé plus de 100 pays au monde grâce à son système numérique. Quand vous comparez en termes d'intelligence artificielle, ChatGPT et DeepSeek de la Chine, vous verrez que la Chine a beaucoup développé avec l'intelligence artificielle. Donc, nous sommes très en retard. Même la manière dont on enseigne l'intelligence, il n'y a pas de cours d'intelligence artificielle en RDC. Il n'y en a pas. Il n'y a que des chapitres en licence, justement, en master aujourd'hui. Master 1, il y a un chapitre sur l'IA, l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de cours pratiques sur l'IA, pendant que le monde va vers l'IA. Et l'Éthiopie, au Kenya, au Rwanda, ils sont très avancés avec les domaines numériques. La RDC ne peut pas s'hasarder de déclarer une guerre avec un pays comme le Rwanda. On va tous mourir. On ne peut pas. Il y a du sérieux dans ce pays-là. On peut tout dire sur le Rwanda, mais c'est un pays modèle pour le monde. Les investisseurs viennent là mettre de l'argent. Ici, pendant qu'on parle des investisseurs qui devaient venir ici pour soutenir l'économie numérique, tout ce qui est Internet, FinTech, banque en ligne, tout ce qui va avec. Mais en même temps, les ministres de l'économie mettent des taxes qui font fuir ces investisseurs. Et les startups sont vraiment en difficulté. Mais ils disparaissent, les startups. Ils sont en train de disparaître, toutes ces startups. Parce qu'il y a une différence entre start-up et PME. Les startups sont de startups pousse jeunes, c'est des petites entreprises qui grandissent rapidement. Google hier était une start-up. C'était des petites entreprises qui se développent très très rapidement. Mais ce ne sont pas de PME. De PME, c'est comme par exemple vous lancez votre boulangerie au coin de votre maison. Ça, c'est une petite moyenne entreprise. Votre petite boulangerie là, vous faites du pain, vous vendez. Ce n'est pas une start-up. Une start-up est une petite entreprise qui développe des solutions innovantes, généralement technologiques avec du numérique. Ici, on a eu des start-up comme SchoolApp, qui a digitalisé les systèmes éducatifs en ligne. On a, par exemple, aujourd'hui, moi et mes amis, on a développé une très grande application qu'on appelle Hop Solution. Cette application permet aujourd'hui aux étudiants de ne plus faire la queue. Ça veut dire que le paiement des frais académiques qui était du cash physiquement à l'Unikin et partout, nous, on a mis en place une solution qu'on appelle Hop Solution qui permet aux étudiants de la Haute École de Commerce, qu'on appelait jadis IEC, de payer les frais académiques depuis chez eux et on utilise les fintech, les mobile money comme M-Pesa, Orange Money pour justement booster l'économie numérique. Et ça, c'était l'idée que j'avais déjà mis en place et ça fonctionne. Il y a plus de 18 universités. L'Unilu, à l'Unilu, si vous partez à l'Unikin aujourd'hui, les frais académiques sont payés en ligne. Ça, c'est mon idée avec, je salue mon ami Yuri Youssouf, avec qui on a mis en place, on a dit mais non, on doit sauver ces pays. On doit développer une application qui va booster l'économie numérique. C'est beaucoup d'argent que la RDC perd. Déjà avec le roulage, on perd beaucoup d'argent, ce qu'on appelle mbotalikas. On t'arrête, monsieur Jean-David, au stationner ma baie, tu as fait telle infraction, solo la cacao. Vous donnez $100, $50, ça reste là et l'État ne gagne rien. On a dit non. Il faut quand même, nous-mêmes, on doit essayer de booster ces pays dans le secteur de l'économie numérique. On va mettre en place un système de la digitalisation des universités pour permettre justement de booster l'économie numérique. Et nous ne sommes pas arrêtés là. Là, je suis en train de travailler sur les e-government pour justement digitaliser le service public. La plupart d'entreprises, Cobil, toutes ces entreprises, nous sommes en train de mettre en place un système digital qui va faciliter les paiements pour justement booster l'économie numérique. J'ai pensé en fait qu'on allait avoir des ministres qui réfléchissent comme ça, qui apportent des solutions même pour ceux qui se déploient vers les médias en ligne. Vous savez aujourd'hui, quand vous parlez de l'économie numérique, le monde d'aujourd'hui, c'est des influenceurs. On a des influenceurs, mais vous savez que YouTube n'est pas monétisable en RDC. Nous ne sommes pas éligibles. Mais Facebook également, c'est difficile de monétiser votre page Facebook en RDC. Quand même qu'on essaie à contourner ça. TikTok également. TikTok, vous ne pouvez pas booster votre page, votre contenu TikTok parce que la RDC n'est pas monétisable. Mais il y a autre chose. Lorsque vous payez l'argent
pour booster votre page, ou vous avez un article pour vendre, vous payez l'argent chez TikTok. TikTok gagne de l'argent pour la publicité et il utilise la zone spatiale de la RDC. Mais il n'y a pas de taxes que la RDC prévoit justement pour ce genre d'opération économique. Ça, c'est ce que le ministre de l'économie devait faire. Il devait régulariser les secteurs de réseaux sociaux, les contenus pour justement accompagner les influenceurs. Donc comme vous savez, actuellement, il y a beaucoup de chômeurs dans notre pays. L'expérience de vie actuellement en RDC, c'est 60 ans. Les gens ne dépassent plus 60 ans. Les jeunes meurent à 50 ans, à 40 ans. Le reste des choses, pour être bien habillé comme M. Jean-David, comme ça, pour avoir bonne mine, on essaye de devenir quand même entrepreneur dans le secteur numérique. Il y a des femmes qui se lancent à vendre des articles. Il y a des jeunes qui mettent en place Maïcha Pay avec Landry. Il y a des jeunes qui mettent en place des solutions digitales, des applications. Mais l'État vient maintenant là pour t'imposer. Il dit désormais, si vous avez lu la nouvelle taxe, le ministre de l'économie dit désormais, si tu programmes une application, il faut payer pour ça $100. Si tu développes une base de données qu'on appelle data center du 3e degré, il faut donner $75 000 à l'État pour justement lancer un tel projet. Mais qui aura ces budgets-là? C'est compliqué. Alors pour terminer, on termine par une petite question. Quel message pouvez-vous adresser aux entrepreneurs qui veulent se lancer dans le numérique? Alors, le message, c'est qu'ils ne doivent pas abandonner, quand bien même que c'est très difficile de développer une entreprise, une start-up en RDC à l'heure actuelle, parce que les décideurs entrent en contradiction justement avec la vision du chef de l'État. Parce qu'il faudra dire que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, essaye d'impulser les secteurs du numérique, il essaye de mettre des moyens, mais jusque-là, on constate qu'il échoue dans le casting. Sa manière de sélectionner, sa manière de choisir des décideurs, il échoue dans les castings. Je peux aller même plus loin pour vous démontrer que les Congos actuels, on échoue dans les castings. Il n'y a aucun gouverneur intelligent, M. Jean-David. J'ai préparé cette émission quand je lisais. J'ai cherché quand je vais tenir ce discours pour présenter un seul gouverneur congolais qui a des capacités, qui est intelligent. Il n'y a aucun gouverneur congolais intelligent. Et on a des gouverneurs qui ne sont pas intelligents. Quand je parle de l'intelligence, Frédéric Nietzsche disait l'intelligence, c'est la capacité de résoudre des problèmes. Donc on n'a aucun gouverneur qui a pu résoudre des problèmes de chaque province. Et au-delà des gouverneurs, nous avons des bourgmestres. Ces bourgmestres, je ne sais même pas pourquoi un pays pauvre a des bourgmestres. Ils nous servent à quoi, les bourgmestres? Un bourgmestre sert à quoi? Déjà, un bourgmestre habite dans une maison qu'on appelle maison communale. Qu'est-ce qu'il va faire? Moi, j'ai pensé qu'il faut rebaptiser ces maisons communales en maisons de développement communal. Quand le bourgmestre sait qu'il est nommé pour siéger dans une maison qu'on appelle du développement communal, il va apporter des projets de développement dans sa commune. Il ne sera pas officier de l'état civil pour justement faire des cérémonies de mariage. Donc, on n'a aucun bourgmestre innovant, aucun gouverneur intelligent, aucun décideur sérieux dans notre pays. Et par conséquent, nous sommes restés très pauvres, nous sommes restés dans le chômage parce que personne n'apporte des solutions innovantes. Or, si on avait des décideurs, parce que tout dépend de l'État, peu importe la question que vous me posez, qu'est-ce que tu penses à ces entrepreneurs numériques, même si j'apporte une meilleure solution, mais l'État congolais en retard, il nous bloque encore. Merci. Donc, moi je pense que... le chef doit revoir sur justement le casting, revoir dans les secteurs numériques. Déjà dans les secteurs numériques, il n'y a personne qui s'est démarqué. Si le chef de l'État peut repenser à ça, ça va booster les restes de la population pour justement la transformation digitale. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis. D'abord un anniversaire de la part d'Eric Kapambou. Eric Kapambou qui souhaite un heureux anniversaire à son beau-frère. D'abord il souhaite un heureux anniversaire à Jacqueline Dalla. Jacqueline Dalla qui fête son anniversaire aujourd'hui de la part d'Eric Kapambou. Joyeux anniversaire à vous. Que du bonheur à vous. Tenez bon, que du bonheur à toi, Jacqueline Dalla, où que tu sois. Alors, tiens bon, joyeux anniversaire à toi. De la part de Eric Kapambou, aussi de ma part, joyeux anniversaire à toi, Jacqueline Dalla. Il y a encore des gens qui tiennent à toi. Et aussi un heureux anniversaire à son beau-frère Apollo Moulumba Chambouy. Apollo Moulumba Chambouy, que mon Dieu te comble de sa grâce, beaucoup de bonheur
à toi. De la part d'Eric Kapambou, que du bonheur à vous, cher Apollo Moulumba Chamboui. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous nous aviez suivis. Vous avez été nombreux depuis 7 heures. On se retrouve déjà demain. Demain, on sera avec vous, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt et ciao, ciao.